voulais dire que vous écoutez, et aussi Umberto et Ibrahim, pour moi, ça a été vraiment extraordinaire de comprendre un peu plus les rouages de ce qui se passe à d'autres niveaux que mes nuages universitaires, desquels j'essaie de descendre de temps en temps. Et puis, j'aimerais vous dire bravo. Bravo pour la fraîcheur, votre énergie, votre engagement. On se fait une ronde d'applaudissements qui est destinée pas à moi, mais à vous, à elle. Non, parce que ces choses-là se perdent un peu dans les rouages des organisations et tout ça. Ce qu'on voit de l'extérieur, c'est la lenteur, c'est des choses qui n'aboutissent pas. Et puis moi, je sais très bien que derrière, non, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'énergie. Donc je pense que ça vaut la peine de le signaler. Ensuite, une question, elle est un peu à double volet. Ibrahim a parlé de relativisme, du danger du relativisme, et l'autre pendant, je ne sais pas si c'était impérialisme, j'ai mal compris. L'universalisme abstrait. Moi, en sciences sociales et aussi dans un mouvement qui s'appelle le convivialisme, qui est plus politique, c'est exactement deux écueils qu'on cherche à théoriser. Donc, j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Donc, c'est une question ouverte à tous. Et de même, question ouverte à tous. Pour ma part, une chose qui a toujours été, je pense, un maillon faible des droits, notamment ceux de la Déclaration des droits universels, c'est cette réduction à l'individu. Et je pense qu'avec les droits culturels, il y a ce pont vers les collectivités qui est possible. Il y en a un troisième qui a été mentionné, c'est celui des droits environnementaux. Et de donner un statut juridique, et de mon point de vue d'anthropologue de la religion, ce serait sacraliser la nature. Et pour moi, et c'est aussi l'enjeu du convivialisme, c'est l'articulation constitutive de ces trois droits. Qu'est-ce que vous en pensez? On en est où? Comment on peut faire? C'est horrible comme question, mais Emmanuel m'en a posé une qui était pire. Donc, je me sens habilité. Merci. Alors, je résume un peu pour nos amis au loin. Pascal Boniel-Chalier pose la question de comment est-ce qu'on pourra intégrer dans la déclaration et expliciter le rapport à la prise en compte des vivants de façon générale, ce qui donne aussi une conception plus vivante, je pourrais dire, de l'être humain et plus physique et plus relationnelle. Je réponds ? Oui, si tu veux. Laurence. Voilà. Simplement pour signaler que c'était ce lien sur les droits collectifs, en fait, qui émerge beaucoup plus en Amérique latine et dans des pays aussi qui ont des peuples autochtones, où cette question est au cœur de la rédaction des constitutions. 2008, l'Équateur, dans sa constitution, parle du buen vivir, du bon vivre. Et c'est là qu'on reconnaît justement ces droits de la nature, et les autres sont en train de suivre. Et ça répond aussi en partie à cette question relativisme-universalisme. Le sentiment que je peux avoir en regardant ce qui se fait ailleurs, c'est qu'effectivement, le cadre des droits de l'homme, comme vous en avez parlé, ne nous permet pas de penser ou d'introduire directement. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, droit à l'environnement sain pour l'homme, parce qu'on ne peut pas, les outils juridiques qu'on a ne nous permettent pas d'aller là. Donc effectivement, comment on peut l'intégrer? Je pense que ça fera l'objet, et je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont cette volonté, cette envie de le faire. Ça a été déjà débattu à travers les contributions qui ont été reçues. Voilà, on pense bien que comme l'universalité doit être déployée, la Déclaration des droits de l'homme doit l'être aussi, et que c'est le moment. Un grand merci pour ce panel passionnant. Et aussi sur l'Amérique latine, comme vous le dites justement, il y a eu ce première vague des constitutions multiculturalistes, etc. Et finalement, vous décrivez très bien comment la déclaration de Fribourg a été bien reçue au Mexique, etc. Mais si on évalue un petit peu l'arrivée de ces constitutions, c'est aussi rempli de contradictions. Il y a toute cette tendance néolibérale finalement où il y a une reconnaissance, mais en même temps une exclusion et des inégalités profondes. Et par curiosité, est-ce que vous trouvez que finalement la déclaration de Fribourg, en arrivant plus tard, a permis à résoudre ces contradictions ou pas forcément? Quel est le bilan à ce niveau-là? Non, c'était parce que d'un coup, il y avait quelque chose que vous venez d'évoquer sur la question des peuples autochtones. C'est un peu ce qu'on avait aussi partagé tout à l'heure. C'est est-ce que dans le fond,
une concrétisation, une application des droits culturels et une V2 de ces choses-là ne devrait pas prendre en compte quelque chose qui est assez profondément inscrit dans cette première déclaration, qui est la question de la symétrisation de la production des savoirs et la capacité qu'à un moment donné, on arrête de distinguer ces différents éléments-là, c'est-à-dire qu'on prenne en compte le fait que ce soit notre savoir. C'est l'intervention que je faisais sur la question du marché, c'est quasiment qu'une question de blanc en fait. Je vais le dire un peu de manière provocatrice comme ça, et que d'un coup, ça nous oblige à regarder et à produire autrement un savoir. Tout à l'heure, M. Salama évoquait la question du pair à pair, des pairs à pair, c'est un travail sur lequel on fait beaucoup, entre autres autour des questions numériques, on les évoquera demain matin, mais d'un coup, il y a des choses qui nous amènent à repenser profondément la question de la culture, au-delà de l'égale dignité, dans un processus de symétrisation. Et il me paraît important qu'aujourd'hui, on puisse l'intégrer aussi demain à nos travaux, c'est-à-dire qu'une déclaration internationale prenne en compte aujourd'hui un contexte international. Vous évoquez les questions environnementales en Nouvelle-Calédonie. Quand on arrive avec les droits culturels, on nous dit « mais en fait, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Enfin, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et que d'un coup, il y a des approches qui aujourd'hui cherchent à ne plus, je vais employer ce terme-là, et chez les Français, ça, c'est toujours très problématique quand on utilise ce terme-là, arrêter de séparer un certain nombre de choses, c'est-à-dire de les relier, et de reproduire des relations. Voilà, Moi, simplement pour dire qu'à ces journées scientifiques sur les droits culturels, droits de la culture, ce qui manquait vraiment, c'était ce intermédiaire. On a des constitutions et on sait qu'elles n'ont pas été opérationnelles. Et ce qui se passe en ce moment, c'est parce que les ministères de la culture sont récents dans plusieurs pays, ils sont en train d'être établis. On se sert de la déclaration de Fribourg pour entrer dans l'opérationnalisation, mais c'est en cours. C'est Costa Rica, c'est 2020, Panama, c'est 2020. Donc, on est à un moment où on peut effectivement agir et où ces questions-là de droit collectif se posent de manière très intense. André, si tu veux compléter. Bon, plutôt par rapport à la réception de la déclaration dans les pays de l'Amérique latine, je peux parler surtout du Chili. La déclaration a été importante, comme le disait Humberto, dans les cercles académiques, mais pas que dans l'académie, dans les cercles universitaires. Au Chili, il y a une ONG qui s'appelle Observatoire de politique culturelle qui a beaucoup travaillé avec la déclaration de Fribourg en réalisant des séminaires et des colloques autour de droits culturels. Ça a poussé aussi certains acteurs de la société civile en promouvant ces droits, la connaissance de ces droits, leur contenu. Et maintenant qu'on a eu un grand soulèvement social fin de 2019 et qui va aboutir avec un projet de nouvelle constitution qui va être l'objet d'un référendum en septembre prochain, il y a des droits culturels bien définis qui vont même plus loin que peut-être que la déclaration dans certaines parties. Par exemple, l'espace public est considéré comme l'utilisation d'espace public pour les manifestations culturelles, mais aussi toute une notion de droits culturels associés aux peuples autochtones, parce que l'Amérique latine est un continent métis et au Chili, partie des problèmes des inégalités est liée aussi à la discrimination qui a souffert notamment le peuple mapuche, qui est le peuple plus grand des peuples autochtones, même si la configuration de la population chilienne est assez métissée. Même l'Assemblée constituante a 17 de 155 sièges réservés aux peuples autochtones. Et pas seulement les droits culturels dans ces projets dans une perspective individuelle, sinon aussi collective. Et donc les projets de constitution relèvent aussi les droits de peuples autochtones à leur culture et établit comme un principe l'interculturalité de l'État chilien. Donc,
Ben, je mélange un peu peut-être les choses, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que bien sûr la déclaration a été importante. Moi-même, j'ai rédigé un mémoire sur les droits culturels pour finir ma licence en droit. Ça fait des années déjà, mais là c'était parce que j'ai lu la déclaration et là je sais qu'après il y a d'autres gens qui ont fait des mémoires, des thèses. Et en s'inspirant un peu de la déclaration. Donc, on a les côtés académiques, mais après, ça avec les langages propres de la société civile, ça a entré dans la société civile et maintenant dans l'arène politique constitutionnelle. Merci beaucoup. Alors, Gabi, c'est toi qui Ok. Alors, je lis deux choses. J'ai une question pour vous, Umberto, et une remarque. C'est sur les traductions. Parce que vous l'avez un petit peu, discuté, mais pas à fond. Parce que j'ai l'expérience d'avoir étudié, suivant mes connaissances de langue, je pense 5 ou 6 traductions de la Charte de Venise. J'avais choisi 2 paragraphes. Et je les ai lus dans toutes les langues qui m'étaient accessibles, plus une polonaise que ma doctorante polonaise m'a traduite. J'ai constaté qu'il y avait des divergences énormes, surtout dans le préambule, dans la version hollandaise, préambule rayé. On n'a pas besoin de pathos, non, c'est pas la nation du pathos, le pays néerlandais, excusez-moi. Donc, dans toute traduction, il y a toujours une traduction culturelle, pas que, bien sûr, philologique. Et la traduction culturelle m'intéresse en particulier pour les pays de l'Amérique latine, parce que, comme on en a appris que non seulement la plupart des personnes de peau blanche viennent de l'Europe, donc d'ailleurs, et puis les autochtones étaient toujours là, donc d'ici, le problème des cadres sociaux se pose vraiment de manière très rude. Et le problème de la traduction culturelle se pose d'une autre manière. Et comme ça, d'une part, je suis ravie du fait que la déclaration soit si utile pour votre travail et qu'il y ait des divergences dans le choix des mots. Mais est-ce qu'on traduit la déclaration dans les langues des autochtones? Est-ce que quelqu'un a eu cette idée? Bien sûr. Alors, si c'est fait, ça serait intéressant à étudier. Parce que non seulement de manière philologique, mais aussi conceptuelle et culturelle. Parce qu'une traduction, c'est un acte culturel. Alors ça, c'est, je trouve, un beau sujet pour peut-être un autre débat, mais je voulais... et justement, Umberto, vous aviez cité 2 choses qui étaient traduites autrement. En langue portugaise ou... Oui. Alors... Il faut relire la Déclaration universelle. Si j'ai bonne mémoire, il y a un article qui parle de la communauté, qui donne sens à l'articulation. Et ce n'est pas parce qu'on a développé prioritairement la dimension individualiste, égocentrée, que l'autre n'est pas dans l'économie d'ensemble. Bon, c'est la première observation, il faut peut-être la redécouvrir. Il y a les droits culturels, bien sûr, qui contribuent. Les droits sociaux, ce n'est pas pour rien non plus, et on peut décliner tous les droits humains. Deuxième chose, pour la Cour européenne, en ce qui concerne la jurisprudence sur le droit à l'environnement, un environnement sain, le milieu n'est pas étranger. Et en tous les cas, rien n'empêche la Cour d'introduire le milieu comme un élément, alors évidemment avec le sujet au centre, mais comme un élément qu'elle intègre comme élément de protection par rapport au sujet qui est évidemment au cœur de la Cour européenne. Donc elle en a fait bien d'autres en termes d'interprétation jurisprudentielle. À mon avis, c'est tout à fait ouvert. Il faut la pousser pour qu'elle le fasse. Elle le fera. Troisièmement, en 2 mots, je ne savais pas qu'on pouvait faire allégeance à la déclaration de Fribourg. On ne m'a rien dit, mais je vais faire allégeance maintenant. Alors moi, je viens de l'Afrique, donc ce n'est pas la peine de décliner cette identité. Je me méfie beaucoup des applications des droits culturels sur le terrain, le mode opératoire. Ce n'est pas que je suis pessimiste, mais les politiques ont leur agenda.
Actuellement, en Afrique, la mode, c'est le retour des biens culturels qui sont stockés en Europe. Quand les biens culturels viennent, c'est toute une cérémonie, c'est toute une journée de fête. On les met dans des musées, les populations n'en connaissent même pas la signification. La preuve année, c'est quand on a ramené les effets d'El Hadj Oumar Tall. J'ai écrit un article sur lui. De Thierno Souleymane Baal, j'ai écrit un article sur lui. Le ministre de la Culture ne m'a même pas contacté, comme le cas aussi, n'est-ce pas, du Bénin. Les populations viennent, ils dansent. On amène leurs descendants pour dire que ça a été fait par vos grands-parents. Et les populations n'en connaissent aucune signification. C'est pourquoi tout le temps, dans ce genre de cérémonie, le ministre de la Culture est accompagné du ministère du Tourisme. C'est-à-dire que ça vient de l'Occident. Ce sera encore regardé par des Occidentaux pour amener des devises. Et alors que dans l'enseignement, nous nous battons pour que cela soit introduit. Moi, j'ai des appréhensions. Ce n'est pas que je suis pessimiste. Je suis naturellement optimiste. Mais dès qu'on me dit mode opératoire, on a travaillé et tout. Bon, surtout les Français. Les Français sont allergiques aux droits culturels. Je viens de Lyon. Non, ils ne comprennent pas ça très bien, je vous dis la vérité. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que les politiques ont leur agenda, on folklorise, on fait de ça. Au Bénin, ça a été présenté comme une victoire du président actuel. On amène les musées, les gens viennent regarder. On les amène, on les garde. C'est-à-dire que, à mon avis, on aurait pu les laisser en Occident. Comme on les ramène en Afrique pour que les touristes viennent regarder. On aurait pu les laisser en Occident.